Une société secrète, un invité disparu et une femme qui regarde tranquillement. Bienvenue à Nuits criminelles. Je suis votre hôte Elliot. Faites-moi savoir d'où vous venez. Cette communauté prospère grâce à vos histoires. Vos commentaires comptent pour moi. Allons-y. Le Belladonna Club n'était pas tout à fait un club au sens formel du terme. Niché à l'extrémité de High Street, dans le paisible village de Netherwoodcombe, il s'agissait plutôt d'une curiosité excentrique. Une serre géorgienne, reconvertie ayant appartenu à la famille d'apothicaires, les Heathcrofts. Au fil des années, il était devenu le lieu de prédilection des habitants les plus cultivés du village. Colonel à la retraite, sœur célibataire d'âge respectable, veuve d'un vicaire ou deux, et visiteurs londoniens occasionnels, qui aimaient l'isolement rustique avec un côté de potin scandaleux. C'est par un après-midi particulièrement frais de la mi-septembre que le club a organisé sa cérémonie annuelle. Déjeuner de fin d'été. Le temps avait été clément, juste assez chaud pour s'asseoir dans le jardin abrité, avec une légère brise faisant trembler le lierre contre les vieux murs de pierre. Les tables drapées de lin crème avaient été disposées en fer à cheval informel, ornées de fleurs sauvages et de vaisselle dépareillée. Les invités sont arrivés par vagues, accueillis par Madame Evelyn Gallimore, présidente autoproclamée du club et présidente de tout, du comité des fleurs au tournoi caritatif annuel de bridge. Miss Jane Marple arriva modestement, comme à son habitude, escortée de sa jeune compagne du jour, Miss Philippa Lawson, récemment revenue au village pour soigner son oncle malade. Jane, maintenant octogénaire, prit place au milieu de la longue table avec un sourire agréable, son regard s'attardant sur ce qui se passait. La conversation, au début, était délicieusement bénigne. Madame le nouveau Pékinois de Cranley, le problème de la goutte du verger et la question de savoir si la confiture du stand de petit déjeuner de Madame Densham contenait de vraies prunes ou de simples prunes. Le tintement de la porcelaine et le battement des serviettes constituaient une toile de fond joyeuse à tout cela, autrement dit, jusqu'à ce que la cloche sonne. Ce n'était pas une sonnerie forte, juste un carillon subtil provenant de la cloche en laiton du dîner conservée sur un buffet près des portes du jardin. Mais c'était suffisant pour faire tourner les têtes. Cela marquait le début du toast. Comme le voulait la tradition, un membre différent du club proposait, chaque année, le toast de cérémonie. L'honneur de cette année est revenu au major Josiah Merivale, un officier à la retraite aux cheveux blancs comme neige, et à la voix encore acérée après des années de commandement. Il se leva avec un verre de vin de sureau à la main, souriant chaleureusement sous sa moustache coupée. « Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, un toast aux amitiés durables et à la paix rare que nous partageons dans notre petit sanctuaire contre la folie du monde. Puissions-nous continuer à profiter de la compagnie les uns des autres pendant de nombreuses années à venir. » Les invités levèrent à leur verre en murmurant leur accord chaleureux. Miss Marple remarqua que tout le monde ne buvait pas. Philippa sirota légèrement, tout comme Madame Gallimore, tandis que le révérend Annesley, le nouveau vicaire de Bristol, sembla grimacer légèrement lorsque le liquide toucha ses lèvres. Un détail, pourrait-on dire, mais Miss Marple a toujours cru que les petites choses révélaient de grandes vérités. Le déjeuner s'est poursuivi pendant encore 1 heure, avec du poulet rôti et des pommes de terre nouvelles, des conversations douces et des éclats de rire occasionnels, résonnants, à travers les haies taillées. Puis vint la bagatelle au mur, une recette chérie du village. Et puis vint le cri, ce n'était pas théâtral, c'était court, tranchant et presque incrédule. Philippa Lawson se leva brusquement, sa chaise claquant derrière elle. En face d'elle, le major Merivale s'était affalé dans sa bagatelle, le visage enfoui dans la crème et l'éponge, immobile. Le chaos s'installa. Madame Gallimore poussa un cri perçant. Le curé laissa tomber sa serviette et recula horrifié. 2 dames, au bout de la table, se mirent à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Philippa tendit la main vers le major, le tourna légèrement et haleta. Ses yeux étaient ouverts.
Ses lèvres étaient légèrement teintées de bleu. En quelques instants, le déjeuner était devenu une rafale d'instructions criées, de halètements et de prières nerveuses. Quelqu'un a couru chercher le médecin du village. Un autre s'est précipité à l'intérieur pour téléphoner aux gendarmes. Miss Marple resta assise, calme, regardée. Il fallut moins de 10 minutes au docteur Julian Morley pour arriver. C'était un homme sérieux d'une 50aine d'années, aimable mais distant, toujours empreint d'une légère odeur d'antiseptique et de fumée de pipe. Il se pencha vers le major, procéda à un rapide examen et resta debout, les sourcils froncés. « Il est mort », dit-il solennellement en jetant un coup d'œil à l'assemblée stupéfaite. Effondré, je ne peux pas encore dire de quoi. C'est peut-être son cœur, même s'il semblait en assez bonne santé la semaine dernière. « Oh, poison ?» murmura quelqu'un. Le docteur Morley n'a pas répondu. Il se redressa seulement lentement et s'essuya les mains avec une serviette en tissu, son expression étant illisible. L'agent Burt est arrivé peu de temps après, un jeune homme bien intentionné qui paraissait à peine plus âgé que Philippa. Il a nettoyé la zone, a commencé à prendre des noms et a fait un croquis de l'endroit où tout le monde était assis. Miss Marple sirotait tranquillement son thé, ses yeux dérivant non pas vers l'agitation, mais vers les verres à vin à moitié vides éparpillés un peu partout. Elle remarqua en particulier la bagatelle intacte chez Philippa. La fille ne l'avait pas mangée, Madame Gallimore non plus. Et puis elle l'a vue, une petite serviette carrée froissée sous la chaise du major. Sur celui-ci, à peine visible dans un coin taché, une tache rouge-violet. Baie ou du vin. Les invités furent finalement renvoyés, le corps respectueusement enlevé et les tables débarrassées. Mais le sentiment de malaise persistait, épais, dans l'air de cette fin d'après-midi. Miss Marple se dirigea lentement vers la sortie, légèrement appuyée sur sa canne. Philippa marchait à côté d'elle, pâle et silencieuse. « Une chose épouvantable, » murmura Philippa. « Le major Merival n'était... Eh bien, peut-être pas le favori de tout le monde, mais il était gentil avec moi. Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu'un... »« Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « un meurtre est rarement commis sans raison. La difficulté réside dans la découverte de l'origine du meurtre. Droite raison en dessous de toutes les autres. » Elle s'arrêta près du portail et regarda la serre. Le décor autrefois idyllique baignait désormais dans un silence étrange, comme une pièce de théâtre interrompue au milieu de la scène. Et dans un village comme le nôtre, ajouta-t-elle doucement, chaque cœur cache une histoire. La seule question est de savoir laquelle a fini par la belle Adone. Le lendemain matin, le village de Netherwoodcombe s'est réveillé sous une légère bruine et une ambiance plus sombre. Les nouvelles avaient circulé rapidement, comme toujours, plus vite que le chariot à lait et plus efficacement que la poste. À l'heure du petit déjeuner, toutes les cuisines et tous les salons, d'East Lane à Chipping Hill, grouillaient de spéculations. Dans le salon de thé des Trois Cygnes, Madame Bertha Hargreaves en était déjà à son 2e pot d'Earl, Gray et à sa 5e théorie. Insuffisance cardiaque? Pft! Non, mon cousin de Little Ping dit que quand quelqu'un meurt que du coup le bleu sur les lèvres et tout, c'est généralement du poison. Une poudre, dit-on, mélangée directement au pudding ou au vin. En face d'elle, M. Lionel Skegg, chef de gare à temps partiel et sceptique à plein temps, haussa un sourcil hirsute. Vous croyez cela? Cela aurait pu être une apoplexie. L'homme avait au départ un teint très coloré, et il buvait plus de Porto que de bon sens. Madame Hargreaves se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à un silence conspirateur. « Vous n'avez pas vu son visage, Lionel. Philippa Lawson l'a vu, la pauvre fille, et elle a dit qu'il avait l'air terrifié, comme s'il avait vu quelque chose. Quelqu'un. Miss Marple, assise à 2 tables de là avec son panier à tricoter soigneusement niché à côté d'elle, feignait d'être profondément absorbée par le fait de tourner le talon d'une chaussette rose. Mais ses oreilles, comme toujours, étaient parfaitement adaptées. Entre-temps, à la poste, Madame Agnès Wilmot avait complètement arrêté de trier le courrier et en avait discuté avec son livreur,
qui était malheureusement arrivé au mauvais moment. Il était mort à la table du déjeuner, déclara-t-elle en tapotant une lettre contre sa paume. Et au Belladonna Club de tous les endroits, mauvais présage ce nom, j'aurais dû le changer il y a des années. Le garçon, dont l'expérience du meurtre se limitait aux séries policières diffusées à la radio, se contenta de hocher la tête dans un silence les yeux écarquillés. Au moment où Miss Marple retourna à son cottage d'Old Mill Lane cet après-midi-là, l'air du village était véritablement chargé de conjectures. Pourtant, sous le bruit et le bavardage, des schémas se formaient. Pas encore des faits, mais des modèles. Et Miss Marple avait toujours eu confiance dans la douce certitude du modèle. Elle posa son parapluie sur le support, ôta ses gants et s'assit dans son fauteuil préféré près de la baie vitrée. Une théière attendait sur la petite table d'appoint, déjà trempée. Elle versa une tasse, ajouta précisément un morceau de sucre, puis ouvrit le cahier qui attendait sur ses genoux. D'une écriture soignée et arachnéenne, elle a écrit « Major Josiah Merivale, décédé événement. Déjeuner du Belladonna Club, 15h10. Heure du décès, considérée comme instantanée. Symptômes observés. Cyanose, lèvres bleues, effondrées en dessert. » Elle fit une pause, tapotant le bout de son crayon contre son menton. Témoin possible. Philippa Lawson a vu le corps en premier, bouleversé. Madame Gallimore, organisatrice assise à gauche du major Merivale. Révérend Hansley, semblait malade après le toast. Docteur Julian Morley. Corps examiné, réponse vague. Autres présents, nombre inconnu. Estimation 14-17. Bizarrerie. Major a bu le toast. Est-ce que tous les autres? 20, bagatelle. Serviette avec une tache rougeâtre trouvée sous une chaise, elle. Souligna la dernière entrée, puis se pencha en arrière avec un soupir. Il y avait des fils à suivre, petits mais assez solides s'ils étaient tirés avec précaution. On sonna à la porte. Miss Marple ouvrit la porte et trouva Philippa Lawson, le visage pâle, son manteau boutonné jusqu'au cou et ses mains gantées agrippées autour d'un colis. « Mademoiselle Marple, » commença-t-elle, « je suis vraiment désolée de vous déranger, mais puis-je entrer ?»« Bien sûr, ma chère, » dit chaleureusement Miss Marple en s'écartant. « Entrez et asseyez-vous près du feu. Vous avez l'air d'avoir eu une matinée. » Des plus éprouvantes. Philippa offrit un faible sourire. « En fait, c'est tout. La police, les questions. L'agent Burt est arrivé tôt. Il m'a demandé où j'étais, si je l'avais vu boire, si la bagatelle avait un goût normal. » Elle s'assit et regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue, même dans le sanctuaire de la maison de Miss Marple. « Je me sens observée, comme si quelqu'un pensait que je l'avais fait. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Et toi, ma chérie ?» Philippa cligna des yeux, surprise. Puis, voyant le scintillement dans les yeux de la femme plus âgée, elle a eu un rire doux, presque involontaire. « Non, mais je n'ai pas mangé la bagatelle. »« Pourquoi pas? Je venais tout juste de rentrer du potager. Madame Gallimore m'a envoyé chercher d'autres herbes. J'étais en retard pour rentrer, et au moment où je me suis assis, tout le monde avait commencé. Je n'ai bu qu'une gorgée de vin. Je n'avais pas touché au pudding. »« Et tu as remarqué quelque chose d'étrange ?» demanda gentiment Miss Marple. Philippa hésita. « Pas au début. Mais maintenant que j'y pense, le major a regardé quelqu'un juste avant de boire. Un regard dur, pas amical. Il a levé son verre comme un défi. Puis, pendant le repas, j'ai surpris Madame Gallimore, en train de le regarder avec... Eh bien, ce n'était pas de l'affection. » Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais versa une tasse de thé à Philippa. « Savez-vous, » dit Philippa en enroulant ses mains autour de la coupe, « Madame Gallimore a un jour poursuivi le frère du major. Quelque chose à propos des limites de terrain près du cimetière. Il y a eu des tensions pendant des années, et elle et le major, ils ont toujours joué gentiment en public, mais j'ai entendu une dispute l'année dernière, après la foire de Noël. Elle a dit qu'elle le ruinerait, qu'il lui avait pris quelque chose. »« Je vois, » murmura Miss Marple, l'expression pensive. « Et pourtant,
Elle a mangé la bagatelle. Philippa leva les yeux en fronçant les sourcils. Oui, une bonne partie. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le feu crépitant doucement dans l'âtre. « Je n'arrive tout simplement pas à croire que quelqu'un puisse le faire, » murmura Philippa. « Je veux dire, du poison. Lors d'un déjeuner de village, qui aurait si froid ?»« Le poison, » dit doucement Miss Marple, « est une arme de lâche, mais aussi une arme intelligente. Elle est soignée, elle est silencieuse, et elle est généralement administrée par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a été négligé. » Elle but une petite gorgée de son thé et poursuivit, presque pour elle-même. Et pourtant, le poison trahit aussi quelque chose de l'empoisonneur, un sentiment de contrôle, oui, mais aussi de peur, la peur de la confrontation, ou peut-être la peur d'être exposée. Philippa frissonna. « Vous faites en sorte que cela ressemble à une pièce de théâtre. »« Non, » a déclaré Miss Marple, « comme la vie, ce qui est plus compliqué. » Ce soir-là, alors que le soleil projetait de longues ombres sur les jardins soigneusement clôturés de Netherwoodcombe et sur les pierres tombales couvertes de mousse, quelque chose d'autre se produisait en plus des ragots. Une lettre a été glissée sous la porte du presbytère, non signée et anonyme. À l'intérieur se trouvait une seule ligne en lettres majuscules. Le majeur en savait trop. Le vent s'est levé et la cloche de l'église a sonné faiblement et par accident. Et loin du centre de tout cela, Miss Marple tourna une autre page de son carnet et écrivit « Quel secret est mort avec lui ?» L'enquête était prévue pour le mardi suivant, mais cela n'a pas réussi à endiguer la vague de rumeurs qui enflait dans Netherwoodcombe. Même si le village s'habillait selon la routine quotidienne, la cloche du boulanger sonnait toujours et l'épicier se plaignait. Toujours du fléau de la pomme de terre. Un courant de malaise sous-jacent transparaissait dans chaque interaction. Au cœur de ces troubles lents et latents se trouvait non seulement la mort du major Merrival, mais aussi la manière de celui-ci, soudain, public et intimement proche de chez moi. « Poison », murmura le murmure. « Dans le vin, le pudding, ou peut-être les deux? Et qui avait les connaissances ou l'audace pour administrer une telle chose lors d'un joyeux déjeuner de village? Miss Marple avait déjà entendu de tels discours. Lorsqu'un drame bouleversait un village, il ne devenait pas plus bruyant mais plus silencieux. Les gens parlaient à voix basse, les yeux plissés et scrutant les environs, les conversations se concentrant sur eux-mêmes, presque méfiantes à l'égard de leurs propres phrases. Quelque chose d'invisible s'installait sur les chaumières et les clôtures de pierre de Netherwoodcombe, telle une moisissure à croissance lente. Dans les jours qui ont suivi le déjeuner, le Belladonna Club est resté fermé. Un panneau de lecture peint à la main, temporairement suspendu par ordre du comité, accroché de travers à la fenêtre de la serre. C'est Madame Gallimore qui l'a posté, arrivant à vive allure sur les lieux 2 matins après l'incident, le pas vif sur les graviers. Plusieurs villageois l'ont observé de l'autre côté de la route, mais aucun de manière très discrète. Miss Marple, qui se trouvait par hasard à tailler ses roses près du portail d'entrée ce matin-là, observa le départ de Madame Gallimore avec un léger intérêt. Il n'y avait aucune émotion réelle dans l'attitude de la femme, ni chagrin, ni peur, ni même culpabilité, seulement de la détermination. Ses gants étaient impeccables, son chapeau bien épinglé et sa démarche déterminée. Aux yeux de Miss Marple, cela en disait long. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a rendu une visite sociale au presbytère. Elle a apporté avec elle un gâteau aux graines fraîchement sorties du four et une curiosité polie, bien que soigneusement construite. Le révérend Peter Hensley l'accueillit à la porte, sa chaleur habituelle légèrement atténuée par la fatigue. Il l'introduisit dans le salon avec un sourire à moitié désolé. « Pardonnez-moi, Miss Marple, cela a été quelques jours plutôt épuisant. »« Je peux très bien imaginer, » dit-elle gentiment, en s'installant dans un fauteuil usé. « Ces choses laissent des traces, même si nous essayons de continuer comme d'habitude. Surtout dans une communauté comme la nôtre, où tout le monde connaît, même superficiellement tout le monde. » Il hocha la tête, prenant un moment avant de parler. Le déjeuner était censé être une chose agréable,
une pause avec toutes les sombres nouvelles au-delà des frontières du village. Mais maintenant, certains paroissiens ne veulent même plus se parler. Les sœurs Denton sont convaincues qu'il s'agissait de Madame Pratt. Et Madame Pratt, bien sûr, soupçonne que le vin provenait de la cave du colonel Beacom, qui, selon elle, n'a jamais été correctement épousseté. Miss Marple esquissa un mince sourire. La peur fait des choses si étranges à l'imagination, mais la vérité, je le trouve souvent, ne réside pas dans le soupçon le plus bruyant, mais dans ce qui n'est pas dit. Le révérend la regarda avec curiosité. « Vous pensez qu'on a volontairement omis quelque chose ?»« Oh, je ne pense pas du tout, » répondit-elle doucement. « Je simplement observé. Et j'ai été frappé pendant le déjeuner par votre propre réaction au toast. » Il cligna des yeux. « Ma réaction ?» Vous avez légèrement grimacé, comme si le vin vous déplaisait ou vous causait un inconfort. Le visage du révérend rougit. « Oh, oui, tout à fait vrai. Je m'excuse. J'ai l'estomac assez délicat. Le vin de fleurs de sureau ne me rend pas service. Je ne voulais pas offenser le major Merival, alors je l'ai quand même bu. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Tout à fait, compréhensible. Et avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans le goût? Il y eut un silence prudent. Maintenant que tu en parles. » Annesley se pencha en avant, fronçant les sourcils en se souvenant. C'était légèrement amer, je pensais que c'était peut-être les herbes. Madame Gallimore a mentionné que le vin avait été infusé avec des fleurs du jardin cette année. Quelque chose à la mode, peut-être trop à la mode. En effet, dit Miss Marple en remuant son thé, l'amertume est souvent la première défense d'une chose mortelle. Le révérend cligna de nouveau des yeux, cette fois avec inquiétude. Croyez-vous qu'il a été assassiné? Je crois, dit-elle doucement, que s'il était simplement mort d'une faiblesse cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral soudain, nous ne parlerions plus à voix basse. Le révérend hocha la tête, maîtrisé. Alors que Miss Marple quittait le presbytère 1 heure plus tard, elle trouva une jeune fille attardée près du mur du jardin, éraflant ses chaussures sur le gravier. C'était Ivy Simpkins, la femme de ménage du Belladonna Club, âgée d'à peine 16 ans. Elle avait l'air nerveuse, ses yeux passant des fenêtres du cottage au visage de Miss Marple. « Manqué ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Mademoiselle Marple ?» Jane lui offrit son sourire le plus rassurant. « Oui, ma chérie ?» Ivy fit un pas en avant, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne devrais rien dire. Je veux dire, ce n'était pas vraiment n'importe quoi, juste étrange, c'est tout. » « Continuez, » l'encouragea doucement Miss Marple. « La veille du déjeuner, j'ai vu Madame Gallimore dans le vieux placard à pharmacie. Elle disait qu'elle allait chercher de l'huile. Essentiel de lavande pour les serviettes de table. Mais elle y est restée longtemps. Et quand je suis allé chercher les bouteilles de vinaigre, je jure que le tiroir était marqué. Herbe toxique, ne pas utiliser, était ouvert. Juste une fissure, mais ouverte. L'expression de Miss Marple n'a pas changé, mais c'est qu'eux se sont aiguisés. En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre? Ivy secoua la tête. Non, mademoiselle, je ne voulais pas avoir d'ennui. Mais quand le major est mort, j'ai pensé, eh bien, ça ne pouvait pas être la lavande qui avait fait ça, n'est-ce pas? Non, a déclaré Miss Marple, je ne pense pas que ce soit possible. Ce soir-là, assise à son bureau sous la douce lueur de sa lampe à huile, Miss Marple se tourna de nouveau vers son cahier. Elle a fait plusieurs ajouts. Révérend Annesley, goût amer du vin. Fleurs de sureau éventuellement infusées. Ivy Simpkins. Activité suspecte dans l'armoire à pharmacie. Gallimore seul avant le déjeuner. Plaçard étiqueté, herbe toxique. Tiroir ouvert. Elle fit une pause, puis écrivit « Question. Le vin a-t-il été falsifié ou le verre spécifique du major? Et puis en dessous, motif, conflit foncier, famille Gallimore contre le frère de Merival, querelle de la foire de Noël. Le major en savait trop, voire lettre anonyme. C'était une toile délicate qui se formait lentement, comme du givre gravé sur une vitre. Mais au sein de ces schémas en filigrane, la forme de la vérité commençait à émerger.
Il y avait de la méthode dans la folie, de l'intention dans le choix de l'arme. Belladonna, après tout, n'était pas une chose aléatoire. Elle était précise, insaisissable et cruelle. Miss Marple ferma le cahier et murmura doucement « Ils disent toujours que ce n'est qu'une goutte, mais cette goutte est une signature. Et quelqu'un ici a déjà signé son nom. » Le matin de l'enquête s'est levé gris et immobile. Une épaisse brume s'accrochait aux haies et dérivait en ruban à travers les communs, étouffant le bruit des roues et des chiens lointains. Nether Woodcombe, si souvent marqué par la joie des bavardages dans le jardin ou par les disputes occasionnelles à propos des roses et de la rhubarbe, était désormais maîtrisé, son énergie habituelle étouffée sous le poids des attentes. Vers environ 10 heures, un cortège modeste mais régulier de villageois avait commencé à se diriger vers la salle paroissiale, qui avait été temporairement transformée pour l'enquête du coroner. Il n'y a pas eu de procès public dans des cas comme ceux-ci, seulement une enquête calme et procédurale destinée à déterminer les circonstances de la mort, naturelle ou contre nature, accident ou conception. Miss Marple arriva tôt et prit sa place habituelle au fond de la salle. De son siège, elle pouvait voir clairement tous les visages, ce qu'elle a toujours trouvé bien plus précieux que d'être vue elle-même. Après tout, elle n'était qu'une vieille fille âgée, connue pour ses travaux de couture et ses fins sablés, et non pour son ingérence dans les affaires officielles. Elle s'installa dans son fauteuil, son sac à main soigneusement posé sur ses genoux et son expression était l'image même d'une légère curiosité. À 10h30 précises, le docteur Julian Morley fut appelé en premier. Grand et posé, les tempes argentées et une réserve professionnelle, il raconta les événements du déjeuner avec le calme de quelqu'un habitué depuis longtemps à de telles fonctions. Le major Merrival s'est effondré face contre terre. « Dans son dessert », dit-il clairement. « Il n'y a eu aucun avertissement, aucune convulsion, aucun signe visible de traumatisme. J'ai tenté de le réanimer, mais il était au-delà de toute aide. Le coroner, un homme pâle et livresque du bureau du comté, hocha la tête une fois. Et la cause du décès. J'ai réservé mon jugement jusqu'à ce qu'une analyse toxicologique complète puisse être réalisée, a répondu Morley. J'ai maintenant ce rapport. Il confirme la présence d'alcaloïdes atropiniques dans le sang du défunt. Un halètement silencieux traversa le couloir. Morley poursuit. Ces composés se trouvent dans certaines plantes vénéneuses, notamment Atropa belladone, communément appelée morel mortelle. La concentration était suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque. Le coroner se pencha en avant. Est-ce qu'il s'agissait d'une ingestion accidentelle, à votre avis? Je ne peux pas le dire, a déclaré Morley. La belladone a un goût amer et légèrement métallique. Il est peu probable qu'elle soit confondue avec autre chose, à moins qu'elle ne soit délibérément masquée. Masquée comment? Dans un liquide au goût prononcé. Du vin aux herbes, peut-être, ou dans un dessert riche en fruits. Il y eut une pause pendant que le coroner prenait quelques notes. Miss Marple, quant à elle, gardait les yeux fixés sur Madame Evelyn Gallimore, assise à 2 rangées du devant, le dos rigide, ses mains gantées fermement serrées sur ses genoux. Elle était impeccablement habillée comme toujours, mais ses yeux perçants et vifs trahissaient l'illusion de son sang-froid. Un par un, les autres participants au déjeuner furent appelés, le colonel Bickham, Madame Pratt, le révérend Chansley. Chacun racontait avec plus ou moins de nervosité la séquence des événements, le toast du major Merrival, le tintement des verres, les rires, puis le silence soudain. C'est lors du témoignage de Philippa Lawson que quelque chose de curieux est apparu. « Je n'ai vu personne toucher à la nourriture ou à la boisson », dit-elle doucement. « Mais je me souviens de quelque chose d'étrange. Juste après le toast, alors que tout le monde était encore assis, j'ai cru voir le major murmurer quelque chose à Madame Gallimore. » Le coroner leva les yeux. « Avez-vous entendu ce qui a été dit ?»« Non, monsieur. Seulement qu'elle est devenue assez pâle par la suite. J'ai trouvé cela étrange à l'époque. Et maintenant je me demande. » La pièce resta silencieuse pendant un moment. Lorsque l'enquête a finalement été ajournée, le coroner,
a rendu sa conclusion officielle, mort par empoisonnement, cause inconnue. Un acte criminel ne peut être exclu. Le mot meurtre n'a jamais été prononcé à haute voix, mais il a résonné sans équivoque dans tous les coins de la pièce. Alors que la foule se dispersait dans les ruelles brumeuses et les sentiers étroits, Miss Marple restait assise. Elle n'était pas pressée. Des événements comme ceux-là, avait-elle appris, créaient des ondulations, petites et révélatrices, qui pouvaient être vues si l'on attendait simplement. Effectivement, quelques minutes plus tard, Madame Gallimore se leva et se dirigea d'un pas vif vers la porte latérale. À 5 pas seulement derrière elle, venait le colonel Beacom, marchant avec la démarche raide d'un vieux cavalier, essayant de ne pas être visible. Miss Marple se leva doucement et la suivit à distance mesurée. Elle les rattrapa devant la porte du cimetière, où ils s'étaient arrêtés à côté du vieux cadran solaire. Ils parlèrent d'un ton précipité, mais Miss Marple s'étant arrêtée juste derrière le muret, en saisit suffisamment pour piquer sa curiosité. « Vous avez dit que vous l'aviez détruit », a sifflé Madame Gallimore. « Je pensais je l'ai fait », fut la réponse brève du colonel. « Il a dû en garder une copie, putain d'imbécile. Si cela se révèle, ce ne sera pas le cas, dit-il sèchement. Restez simplement silencieux, laissons le village tourner ses soupçons ailleurs. » Miss Marple ajusta son chapeau et s'éloigna tranquillement, son esprit cataloguant déjà l'échange. Elle n'avait aucune idée de quoi il mentionnait, mais c'était clairement quelque chose d'important. Et visiblement, le major Merivale était au courant. Ce soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle visita le grenier. C'était un espace froid avec des plafonds inclinés et des malles parfumées à la naphtaline. Mais à l'intérieur se trouvaient des dizaines de cahiers et de coupures de journaux soigneusement indexés. Elle alluma la lampe, en sortit un volume en cuir délavé intitulé Club Belladone, 1938-1946, et j'ai commencé à feuilleter. 2 entrées se sont démarquées. Mai 1940. Procès verbal de la Réunion. Différend entre Gallimore et Merivale. Procuration du frère. Pétition d'octroi de terre rejetée par la majorité du Conseil, dirigée par Merivale. Tension constatée. Octobre 1942. Rassemblement spécial. Vote en comité privé sur la réorientation des fonds de guerre. Merivale s'est abstenu. Note de réunion scellée. Les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur la dernière ligne. Scellé. Cela signifiait souvent supprimé. Et la répression, d'après son expérience, sert rarement les innocents. Elle se rassit, croisant les doigts. Un conflit foncier. Une réunion scellée. Une accopie qui n'a pas été détruite. Une lettre anonyme affirmant que le major en savait trop. Le modèle était en train de se former, mais il était encore incomplet. Et puis, le lendemain, matin, quelque chose a tout changé. Ivy Simpkins, la femme de ménage, arriva en courant sur l'allée de Miss Marple dans un accès de peur. Il y a eu une autre note, elle halta. Celui-ci épinglé sur la porte du Belladonna Club. Il dit « Ralentissez, mon enfant », dit doucement Miss Marple. « Dites-moi exactement ce que ça dit. » Ivy tremblait. Il est écrit « La racine pousse toujours là où la fleur tombe ». Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais elle le savait. Ce n'était pas fini. Pas de moitié. La note énigmatique épinglée sur la porte de la serre du Belladonna Club avait provoqué de nouvelles secousses dans le village. Même si personne n'avait ouvertement admis l'avoir lue, du moins pas avant que Madame Hargreaves ait mis un point d'honneur à raconter accidentellement l'intégralité de son texte au comptoir de la boulangerie ce matin-là. En quelques heures, la racine pousse encore là où la fleur est tombée, était sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que cela signifiait? Un avertissement, un indice, une menace. Nether Woodcombe, désormais fermement en proie à la spéculation, a répondu de la seule manière qu'il connaissait, en évitant poliment le sujet en public, puis en le disséquant dans son intégralité après la 2e tasse de thé dans chaque foyer. Mais derrière les ragots, nota Miss Marple,
La peur germait tranquillement. Miss Marple elle-même a adopté une approche différente. Elle a visité son jardin. Il y avait quelque chose d'apaisant à tailler des fleurs fanées tout en réfléchissant à un meurtre. On voyait, dans les cycles naturels de croissance et de déclin, les mêmes schémas tenaces qui résonnaient dans la nature humaine. Certaines plantes grimpaient agressivement, étouffant d'autres avec une ténacité silencieuse. D'autres ont fleuri glorieusement, mais se sont fanées au premier signe de gel. Et certaines, comme la belladone, semblaient innocentes, voire ravissantes, mais étaient immortelles jusqu'à la racine. La note n'était pas une fantaisie poétique. Miss Marple en était certaine. La formulation était symbolique, certes, mais délibérée. Cela faisait écho à la connaissance du jardinage et de la vengeance. La fleur est tombée, commandant Merival. La racine pousse encore. Quelque chose ou quelqu'un lui avait survécu. Quelque chose lié à tout ce qu'il savait, à tout ce qu'il avait pu révéler. Mais quelle racine? Et où? Ce soir-là, elle reçut la visite d'une personne à laquelle elle ne s'attendait pas. C'était le colonel Archibald Beacom, impeccable dans sa veste repassée, ses bottes portant encore les traces du chemin du marais, l'expression à la fois crispée et légèrement honteuse. « J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Marple, » dit-il après avoir retiré son chapeau. « Pas du tout, colonel, » répondit-elle avec la grâce habituelle. « Entrez, je viens de préparer du thé. » Il accepta la tasse avec un signe de tête raide et se percha sur le bord de son fauteuil, un peu comme un homme se préparant à se confesser plutôt qu'à converser. « Je suis venu, » commença-t-il, « parce que, eh bien, je crois que j'ai peut-être commis une erreur. »« Oh !» dit Miss Marple en joignant les mains. Il s'éclaircit la gorge. « Je n'ai pas menti lors de l'enquête, mais j'ai omis quelque chose. Quelque chose que je pense maintenant pourrait être pertinent. » Miss Marple attendit. « J'étais avec Josiah, le major Merival, la veille du déjeuner, » dit-il lentement. « Il m'a rendu visite à mon chalet. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose qui allait renverser le club. Ce sont ses mots. À quoi faisait-il référence? Je ne sais pas exactement. Mais il m'a montré une page d'un vieux registre, disant qu'il en avait enfermé davantage dans un endroit sûr. Cela avait à voir avec le fonds de secours en temps de guerre, celui que le club avait collecté en 1942. Il a affirmé qu'une partie de cet argent avait été détournée. Pas seulement mal gérée, mais aussi détournée. L'expression de Miss Marple s'accentua, et il pensait que quelqu'un du club était impliqué. Il n'a pas voulu dire qui c'était. Il a juste dit que c'était quelqu'un que personne ne soupçonnerait. Il semblait presque triomphant, comme s'il avait attendu ce moment des années. Miss Marple fit un petit signe de tête. Et puis, le lendemain, il lève son verre au déjeuner, regardant directement Madame Gallimore. Beacom se raidit. « Vous pensez qu'elle est capable de meurtre ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. « Ce que je pense, colonel, c'est que Madame Gallimore a un talent particulier pour gérer les perceptions. Ce n'est pas un crime. Mais je pense aussi qu'il est dangereux de la sous-estimer. » Il avait l'air perturbé. « S'il avait eu une preuve, où aurait-il pu la garder? C'est précisément ce que j'ai l'intention de découvrir, » dit-elle en se levant lentement. Le lendemain matin, avec seulement une canne et un panier plié à la main, Miss Marple se dirigea vers le sud en direction de Heathcroft Hollow, la modeste propriété que le major Merival occupait depuis son retour de l'armée. C'était une maison grise et solide, avec du lierre rampant à mi-hauteur de sa façade et un portail verrouillé. Le major n'avait pas de parents proches, seulement un avocat à Bath et un cousin germain à Cornwall, dont aucun n'avait encore comparu. Miss Marple est arrivée sous prétexte de livrer le courrier à Philippa Lawson, qui avait séjourné dans l'aile des invités pendant la maladie de son oncle, et qui, selon toute apparence, avait repris les affaires ménagères à la suite de son décès. Philippa ouvrit la porte avec des yeux fatigués, mais l'accueillit aussitôt. « Je faisais juste du tri dans son bureau, » expliqua-t-elle. « Il y a des journaux partout. Il n'a jamais été le plus ordonné des hommes. Puis-je aider? »
demanda doucement Miss Marple. Philippa hésita, puis hocha la tête. Oui, j'apprécierais ça. Ils ont passé la majeure partie de 2 heures à travailler en silence. Le bureau sentait légèrement le vieux tabac et le cirage à la lavande. Il y avait des cartes décolorées au mur, des bibliothèques poussiéreuses remplies de mémoires, militaires et des tiroirs remplis de lettres et de reçus datant des années 1930. C'est Miss Marple qui a finalement trouvé la petite boîte verrouillée cachée derrière un volume de « Les Méditations de Marc Aurèle ». Fait remarquable, la clé était scotchée sous la jaquette du même livre. À l'intérieur se trouvaient 6 pages pliées, des notes de réunion du club, des comptes et une lettre de la main ferme du major adressée « À ouvrir seulement. Si je meurs subitement ». Miss Marple le lut avec une gravité silencieuse. À qui cela peut concerner, j'ai des raisons de croire qu'en 1942, une partie du fonds de secours du Belladonna Club, s'élevant à 437 heures, a été détournée par un membre intérimaire du comité. Les comptes ont été falsifiés sous la direction de Madame Evelyn Gallimore, qui a insisté pour transférer des fonds pour répondre aux besoins locaux urgents non divulgués au reste des membres. Le colonel Bickham a soulevé des préoccupations qui ont été rejetées. Je crois qu'il regrette de ne pas les avoir poursuivies. J'avais l'intention de présenter mes découvertes lors du déjeuner. Si je ne survis pas la semaine, ce n'est pas un hasard. Philippa haleta doucement. Miss Marple plia la lettre et la replaça dans son enveloppe. Nous savons maintenant pourquoi il est mort, mais nous devons encore déterminer comment c'était. La voix de Philippa tremblait. Pensez-vous qu'elle va encore frapper? Miss Marple lança un regard calme et pensif. Elle n'en aura peut-être pas besoin, à moins que... À moins que quoi? À moins qu'elle ne pense que quelqu'un d'autre détient le reste des preuves, ou pire, que quelqu'un parlera. Ce soir-là, alors que le village se préparait à se coucher sous un coucher de soleil inhabituellement rouge sang, une autre note est apparue. Celle-ci sur la porte du jardin de Miss Marple, écrit avec les mêmes lettres majuscules. Il disait « Chaque jardin cache son poison ». Miss Marple la lut en silence, puis très calmement, elle le décrocha et le plia en 2. Pas dans la peur, mais en toute certitude. Le lendemain, il y avait du vent et de la bruine. Un mince voile de pluie effleurant les toits de Netherwoodcombe et embrumant de rosée les Kiochesbasse, le rythme habituel du village, un enfant se précipitant en retard à l'école, un chien qui aboie quelque part au milieu des prés, le faible carillon de l'horloge de l'église, continuait. Mais pour ceux qui étaient dans l'ombre du scandale du Belladonna Club, le temps avait pris une étrange élasticité, étirée par la tension. Miss Marple a commencé sa matinée comme toujours, avec son modeste plateau de petit déjeuner, près de la fenêtre de la cuisine, un petit pot de marmelade, un œuf à la coque et une seule tranche de pain grillé. Pourtant, le message de la veille au soir, posé désormais à côté de sa tasse de thé, exigeait plus son attention que le toast ou le thé. Chaque jardin cache son poison. Ce n'était pas simplement un avertissement, c'était une métaphore, et il a été écrit pour son. Elle avait déjà vu de telles tactiques, des menaces voilées destinées à effrayer quelqu'un. Mais Jane Marple avait passé sa vie à écouter attentivement ce que d'autres considéraient comme des paroles vaines, et de telles paroles dissimulaient souvent la nervosité d'un meurtrier. Une personne acculée fanfaronnait rarement en plein jour. Il chuchotait au crépuscule, griffonnait des avertissements sur des bouts de papier ou chuchotait trop fort devant l'étal du marchand de légumes. Ce n'étaient pas des actes audacieux, c'étaient des désespérés. Elle plia le message et le glissa dans son carnet. Il y avait 2 noms qu'elle souhaitait revoir ce jour-là, et non pas chez eux, mais sur un terrain neutre où une conversation polie pourrait offrir plus qu'une confrontation. Vers 11 heures, elle avait dressé une table tranquille à l'arrière du salon de thé des 3 Cygnes, un endroit éloigné des oreilles curieuses, mais non loin du rythme soutenu de la cuisine et du cliquetis des tasses de thé. Le colonel Bickham fut le premier arrivé. « Je suppose que vous m'avez amené ici pour me gronder » marmonna-t-il en
s'asseyant avec raideur. Miss Marple sourit. « Non, colonel, vous n'êtes pas un méchant homme, mais je crois que vous avez passé de nombreuses années à regretter un moment de lâcheté. » Il parut offensé pendant un instant, puis s'adoucit. « Oui, eh bien, je n'ai pas insisté sur le sujet à l'époque. Nous étions en guerre. Tout le monde se bousculait pour obtenir des ressources. Chaque livre comptait. Mais ce qu'Evelyne, ça fait si elle l'a fait, était trompeur. J'aurais dû parler. Vous pouvez toujours. » Il regarda vers la fenêtre. « Tu penses que je serais cru maintenant, après tout ce temps? » « Je pense que la vérité trouve toujours des oreilles, » a déclaré Miss Marple. « La seule question est de savoir à qui appartiennent ces oreilles. » Il resta silencieux un moment. « Elle n'est pas la seule à avoir des secrets, vous savez. Mais Rival, ce n'était pas un saint. Il conservait une collection de lettres, dont certaines très anciennes. De la matière à faire chanter, disaient certains. Mais je soupçonne que c'était plus complexe. Il aimait savoir des choses. Les se retenir. Un homme comme celui-là ne se fait pas toujours des amis. Pourtant, quelqu'un l'a fait taire. Le colonel hocha la tête. Et ils essaient ensuite de vous faire taire. Miss Marple sirota son thé. C'est la partie qui m'intéresse. Le plus. Avant qu'il ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte du salon de thé tinta à nouveau, et Madame Evelyne Gallimore entra. Elle portait un manteau gris tourterelle avec des boutons argentés, son chapeau pointu au bord, ses gants parfaitement, assortis à son parapluie. Alors qu'elle s'approchait de la table, ses lèvres se courbèrent d'une manière qui ne pouvait pas vraiment être qualifiée de sourire. « Miss Marple », dit-elle, avec la précision d'une femme qui n'est jamais arrivée, par hasard, « colonel, Madame Gallimore », salua Miss Marple en désignant la chaise restante. « Rejoignez-nous. » La femme plus âgée ne s'est pas assise immédiatement. « Je suis surpris que tu veuilles me parler. Tu as été plutôt occupée ces derniers jours. » Miss Marple n'était pas dérangée. Parfois, il faut rassembler les fils, avant de commencer à coudre. Madame Gallimore s'assit doucement, posant ses gants sur la table. « J'imagine que vous me soupçonnez, » dit-elle avec un rire contrôlé. Beaucoup le font. C'est ennuyeux. Le major et moi n'étions pas amis, je l'admets. Mais pensez-vous vraiment que j'aurais recours au poison à cause d'un vieux conflit de fond? Pensiez-vous qu'il vous dénoncerait? Demanda doucement Miss Marple. La question restait en suspens. Le regard de Madame Gallimore ne faiblit pas. Josiah Merivale s'était fait un passe-temps de collecter les torts, réels ou imaginaires. Il appréciait le pouvoir. Non pas pour ce qu'il accomplissait, mais pour l'inconfort qu'il provoquait. Il laissait entendre des choses. Je ne les ai jamais dit. Je ne doute pas qu'il ait tenu des registres, mais je doute qu'il ait compris ce qu'il signifiait. Tout ce qui est mal classé n'est pas un crime, Miss Marple. Non, répondit Jane d'une voix calme, mais détourner des fonds caritatifs, en période de rationnement national, pourrait certainement être considéré comme un crime. Le colonel se pencha en avant, la voix tendue. « Vous avez fait fermer les comptes. Vous avez dit que c'était pour des raisons de confidentialité. » Le ton de Madame Gallimore était glacial. « Vous avez signé avec moi. Cela ne rend pas les choses correctes. » Miss Marple observa l'échange avec calme. Qui d'autre était au courant de la réorientation du fonds? Madame Gallimore n'a pas répondu. Miss Marple l'étudia attentivement. Peut-être que la question n'est pas de savoir qui savait, mais qui aurait le plus à perdre si cela se révélait. Le Belladonna Club était votre domaine, Madame Gallimore, votre sanctuaire. Si le scandale allait au-delà des accusations de Josiah, si, par exemple, les fonds avaient été utilisés pour influencer des transactions immobilières ou obtenir des faveurs, cela pourrait détruire votre réputation. Le sang-froid de Madame Gallimore se brisa légèrement. « Je ne suis pas le seul à avoir des secrets. »« Non, » a déclaré Miss Marple, « mais un seul d'entre eux a fini avec du poison dans son verre à vin. » Il y eut un long silence. Madame Gallimore se leva brusquement. « Vous n'avez aucune preuve. J'ai... » « Ça défait, » dit doucement Miss Marple, « et un modèle. Vous contrôliez le déjeuner, vous manipuliez le vin, vous choisissiez les verres,
et vous avez eu une confrontation privée avec mes rivales la veille, une confrontation que vous n'avez jamais révélée. Le visage de Madame Gallimore restait illisible, et pourtant je reste libre, pour l'instant, a déclaré Miss Marple, mais le meurtre n'est jamais un acte privé, il laisse une empreinte sur chaque âme qu'il touche, et quelqu'un se manifestera. Madame Gallimore sortit du salon de thé, ses talons claquant comme des signes de ponctuation sur le plancher. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le village et que la pluie commençait à se transformer en une bruine constante, Miss Marple s'assit de nouveau à son bureau. Elle n'a pas ouvert son cahier. Au lieu de cela, elle relut la vieille lettre, les paroles du major étant un testament d'outre-tombe. La prochaine étape, elle le savait, nécessiterait de la prudence. Parce que si son instinct était correct, Madame Gallimore n'avait pas agi seule, et la racine la plus profonde, celle qui pousse encore, n'avait pas encore été découverte. Quelque part dans le réseau d'amitié, de rivalité et de secrets, un deuxième conspirateur attendait, regardé inquiet, et peut-être prêt à tuer à nouveau. Le lendemain de la conversation laconique de Miss Marple avec Madame Gallimore dans le salon de thé, s'est levé amer et humide. La brume roulait sur la pelouse du village et s'accrochait aux fenêtres de Nether Woodcombe comme un fantôme réticent. Le chant des oiseaux était ténu, hésitant, comme si même la nature attendait, incertaine. Dans la chaleur de son cottage, Miss Marple était assise tranquillement à la petite table du petit déjeuner, regardant une tasse de thé devenue froide. Devant elle ne se trouvait pas sa broderie habituelle, ni le courrier du matin, mais le billet plié de l'avant-veille. Chaque jardin cache son poison. Une métaphore, oui, mais peut-être aussi un message pour quelqu'un d'autre qu'elle. La note avait été laissée sur son gate, mais destinée à un tout autre public. Le poison n'était pas seulement physique dans ce village. Il vivait dans des murmures, dans des secrets soigneusement élagués au fil des années de silence poli, et à Nether Woodcombe, aucun jardin n'était cultivé avec plus de rigueur que l'image publique de Madame Evelyn Gallimore. Miss Marple croyait, depuis longtemps, que la galanterie et la culpabilité occupaient souvent le même salon. Plus les manières étaient soignées, plus on risquait de trouver une fissure sous le vernis. Mais dans ce cas-ci, elle soupçonnait quelque chose de plus profond, quelque chose de collaboratif, parce que personne n'empoisonne un homme en public sans deux choses, la connaissance et la couverture. Elle se tourna maintenant vers son cahier, ouvrit une nouvelle page et écrivit une question en haut. Qui a aidé Madame Gallimore? Parce qu'elle n'avait presque aucun doute désormais sur le fait qu'il s'agissait d'une aide. Pas dans l'acte physique, le poison pouvait être glissé dans un verre d'une seule main, mais dans la configuration, la mauvaise orientation, le retard de la découverte. Et l'aide venait rarement là où on l'attendait. En milieu de matinée, un léger coup interrompit ses pensées. Elle ouvrit la porte et trouva Philippa Lawson, pâle et tendue, ses doigts gantés s'enroulant, autour de la poignée d'un petit cartable. Commença-t-elle, puis elle hésita. Puis-je entrer? Bien sûr, dit Miss Marple en s'écartant. À l'intérieur, Philippa était assise, les genoux serrés, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il y a quelque chose que je dois vous dire. J'ai bien peur de ne pas avoir été tout à fait honnête. Miss Marple hocha la tête de manière encourageante. Vous n'êtes pas le premier dans ce village à avoir une telle confession en tête. Philippa ouvrit le cartable et en sortit une page pliée. J'ai trouvé ça hier soir dans le bureau de mon oncle. Il était rangé dans un faux panneau dans le tiroir du fond. Je pensais avoir tout fouillé, mais c'était derrière le vieux. Que revêtement du bureau. Miss Marple déplia lentement le papier. C'était une lettre, non signée, non datée et clairement tapée sur une machine plus ancienne, l'encre s'estompant par endroits. Vous devez comprendre, Josiah, cela n'a jamais été personnel, mais les disques ne peuvent pas sortir, pas maintenant, pas après tout. Si vous forcez cela, cela ne finira pas bien pour vous, ni pour moi. Miss Marple a lu la note 2 fois. Ce n'était pas ouvertement menaçant, mais c'était suffisant.
Reconnaissez-vous la machine à écrire utilisée? Philippa secoua la tête. Seulement ce n'est pas celle de mon oncle. Sa machine était plus récente. Celle-ci est plus ancienne. Regardez le UFE et le S. Ils sont légèrement surélevés, mal alignés. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Ce subtil décalage. Elle l'avait déjà vu. Elle se leva brusquement et se dirigea vers sa petite étagère, en arrachant une boîte contenant de vieux bulletins de village. Dépliant notes de réunion à vie, elle sélectionna une page fanée datant d'il y a 3 ans, un mémo communautaire du Belladonna Club concernant l'exposition florale annuelle du solstice d'été. Elle le plaça à côté de la lettre anonyme. C'était là le même E levé, les mêmes S tachés. Tous deux tapèrent sur la même machine, la machine du club. « Philippa, dit-elle doucement, vous souvenez-vous qui rédigeait les procès-verbaux du club à cette époque-là » Philippa réfléchit un instant. « Pas Madame Gallimore. Elle a dicté. C'était le révérend Hensley, je pense, pendant sa première année dans le village. Il a proposé de garder les dossiers en ordre. Il a dit qu'il trouvait cela thérapeutique. » Miss Marple poussa un léger soupir, presque triste. J'avais peur de ça. Cet après-midi-là, Miss Marple a rendu une visite inopinée au presbytère. Le révérend Hensley a ouvert la porte, l'air légèrement tiré, bien que toujours poli. « Mademoiselle Marple, je ne m'attendais pas à... »« Non, dit-elle, mais tu t'attendais. Quelqu'un, n'est-ce pas ?» Il fronça les sourcils. « Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. »« Je crois que c'est le cas, » dit-elle doucement en entrant. « Je ne prendrai qu'un instant. » À l'intérieur du salon, la machine à écrire du vicaire était posée près de la fenêtre, à moitié recouverte d'une toile de lin. Elle s'y installa sans attendre la permission, souleva le tissu et tapa une seule ligne. Le E et le S sont exactement les mêmes que dans la lettre. Elle se tourna. « Vous avez écrit au major Merivale, n'est-ce pas ?» Il n'a pas répondu. Ses yeux tombèrent au sol. « Vous ne vouliez pas sa mort, a-t-elle poursuivi, mais vous aviez peur de ce qu'il savait. Pas pour vous-même, mais pour l'Église, pour la paroisse. » Il s'assit lentement, comme s'il se dégonflait. « Ce n'était pas l'argent, dit-il d'une voix creuse. C'était le projet, le fonds de construction, le don anonyme. Il est venu par l'intermédiaire du club, mais il n'a jamais été déclaré. Gallimore m'a dit que c'était légitime, nécessaire, que si nous ne l'acceptions pas, le toit de l'église s'effondrerait, que si nous le faisions, personne ne le saurait jamais. Mais mes rivales le savaient. Oui. Hensley posa une main sur sa tempe. Il m'a confronté en confession, non pas en tant que prêtre, mais en homme qui avait servi, qui avait des principes. Il m'a dit qu'il révélerait tout, et je l'ai supplié de ne pas le faire. J'ai essayé de raisonner, mais il est devenu plus sûr. Alors vous l'avez prévenu, vous avez écrit la note, mais vous n'avez jamais eu l'intention de... Non, je le jure, je n'ai jamais voulu sa mort. Miss Marple le croyait. Elle a toujours eu un sentiment de culpabilité né de la faiblesse et de culpabilité né de la méchanceté. Le révérend avait essayé de réparer la corruption par le silence et non par le poison. Avez-vous dit à Madame Gallimore qu'il avait l'intention de révéler les dossiers? Il leva brusquement les yeux. C'était une réponse suffisante. Elle se leva lentement. Vous ne l'avez pas empoisonné, révérend, mais vous avez donné l'information à quelqu'un qui l'a fait. Cette nuit-là, le village dormit difficilement, ignorant que la tempête qu'il craignait était déjà arrivée. Madame Gallimore a été aperçue brièvement, revenant du bureau de poste. Elle n'a salué personne. Le révérend Hensley est resté à l'intérieur, torse tiré, et Miss Marple, assise près de sa cheminée, avec une petite lampe et une théière fumante, écrivit une seule phrase dans son carnet. « Le poison ne fleurit. » Pas de manière isolée. Il doit être planté, entretenu et récolté par plusieurs personnes. Elle tourna la page et commença son plan. Si les racines de ce crime étaient cachées sous des années de mensonges cultivés, il était temps de les déraciner, et bientôt elle le ferait. C'était en fin d'après-midi que Miss Marple prit sa décision,
non pas à la hâte et non sans une certaine mélancolie, car c'était toujours avec une certaine tristesse qu'elle abordait les dernières étapes d'une enquête. Après tout, la révélation de secrets avait un coût. Même la justice jetait une ombre, surtout dans un village où la réputation était plus précieuse que la vérité. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer ce qui s'était passé. Elle savait maintenant que le révérend Ansley, en essayant de protéger la paroisse de la disgrâce, avait involontairement donné à Madame Gallimore le motif dont elle avait besoin, et peut-être même la confiance nécessaire pour agir. Il n'avait pas empoisonné le major Merival, mais il avait levé le dernier rideau de dissimulation. Et quelqu'un d'autre était passé, mais savoir cela ne suffisait pas. Pour véritablement démasquer un meurtrier dans un village comme Netherwoodcombe, il fallait quelque chose de plus délicat que l'accusation. Il fallait du théâtre. Tant que les ombres s'allongent et que le soleil commence à se coucher derrière les châtaigniers, Miss Marple avait composé 3 lettres. Elle les a écrites chacun de sa main, soignées et bouclées, les a signées avec une touche modeste et les a envoyées par l'intermédiaire d'Ivy Simpkins, qui n'était que trop désireuse de servir une fois qu'elle avait compris qu'il s'agissait d'un projet spécial. Une lettre a été envoyée à Madame Gallimore, un au colonel Beacom et un à Philippa Lawson. Ils ont tous dit la même chose, bien que formulée avec de subtiles nuances. « Cher non, je crois avoir enfin compris les papiers du major et leurs conséquences attendues. Une question de grave importance pourrait être révélée, et avant de prendre quoi que ce soit d'officiel, je souhaite vous rencontrer pour une brève conversation. Veuillez me rejoindre à la serre du Belladonna Club demain matin à 11 heures. J'ai obtenu la permission d'entrer pour un examen privé des terrains et des archives. J'espère que vous viendrez de bonne foi. Bien à vous, Jane Marple Lassen. » Sentait-elle était désormais prête. Le lendemain matin, l'air était inhabituellement calme. Même les moineaux semblaient se maîtriser. Netherwoodcombe retint son souffle, alors que sa résidente la plus calme et la plus rusée mettait son plan à exécution. À 11h moins 10, Miss Marple arriva à la serre du Belladonna Club, désormais abandonnée, ses fenêtres ternies par la poussière, les vignes ayant commencé à récupérer les cadres inférieurs. Elle portait avec elle un sac à main, une canne et un vieux registre de club qu'elle avait récupéré dans la boîte en fer blanc du major Merival. La porte grinça lorsqu'elle la poussa, et l'odeur familière de terre humide, de lavande et de vieille cire d'abeille l'accueillit. Elle passa devant la longue table en bois, où autrefois les roses et les boutures de graines avaient été triées pour être jugées, et s'installa dans la même chaise en osier qu'elle avait occupée lors du déjeuner fatidique. De ce point d'observation, elle avait une vue parfaite à la fois sur l'entrée et sur la place légèrement noircie du sol en dalle où était tombé le verre à vin de Merivale. À 10h57, Philippa Lawson est arrivée. Elle entra avec des yeux nerveux et de douces excuses sur les lèvres. « Je suis arrivée tôt, je ne voulais rien manquer. »« Vous êtes arrivée exactement à l'heure, ma chère, » dit chaleureusement Miss Marple. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » À 11h02, le colonel Beacom est intervenu, ses bottes raclant le sol en pierre. Il fit un signe de tête à Philippa, puis lança à Miss Marple un regard prudent. « Tu as dit que tu avais quelque chose ?»« Oui, » répondit-elle. « Mais j'attends un dernier invité. » Il regarda vers la porte. « Evelyne ?»« Oui. » Ils attendirent en silence. À 11h06, Madame Gallimore est apparue. Elle était vêtue d'un costume mauve pâle, d'un chapeau perché sur ses cheveux argentés et de gants soigneusement rangés sous un bras. Elle ne portait rien d'autre qu'un parapluie plié. « Je suis désolée de vous garder, » dit-elle sèchement. « J'ai eu du mal à retrouver mon ancienne clé. »« C'est compréhensible, » dit Miss Marple en désignant le siège vacant en face d'elle. « S'il vous plaît, nous sommes plutôt informels aujourd'hui. » Madame Gallimore s'assit lentement. « Alors, cette affaire urgente ?»« Oui, » répondit Miss Marple en ouvrant le registre et en le plaçant entre elles. « Voici le registre financier du club de 1942.
celui scellé par un vote, comme beaucoup d'entre nous le savent maintenant, qui n'était pas entièrement transparent. La bouche de Madame Gallimore se serra. Le major a pris des notes dans ses marges, des annotations, des petites mais révélatrices, assez pour relier les dons de guerre à des comptes personnels et à des dépenses non déclarées. Les noms n'étaient pas toujours clairs, mais les schémas l'étaient. Colonel Bickham se pencha en avant. Il en avait la preuve. « Assez, » répondit Miss Marple, et je crois qu'il avait l'intention de le présenter lors du déjeuner. Les doigts de Madame Gallimore se courbèrent légèrement, et pourtant il ne l'a pas fait. « Non », a déclaré Miss Marple, « parce qu'il a été assassiné. » Un silence stupéfait. « Je pense, » continua doucement Miss Marple, « que cela était censé paraître naturel. Un évanouissement, peut-être, mais le poison n'obéit pas aux intentions. Il se comporte comme bon lui semble. » La voix de Philippa trembla. « Mais qui ?» Miss Marple se tourna d'abord vers le colonel. « Un jour vous avez soupçonné Evelyn, mais vous êtes resté silencieux. » Il acquiesça sombrement. Par loyauté mal placée, peut-être. Miss Marple se tourna maintenant vers Madame Gallimore. « Je suis au courant pour la teinture. Ivy Simpkins vous a vu dans le placard de l'apothicaire. Elle a remarqué que le tiroir « herbe toxique » était ouvert par la suite. Je sais aussi que vous aviez accès à chaque verre de vin et que vous aviez personnellement organisé le toast, en insistant sur un millésime spécifique et que chaque invité recevait son verre de votre part. »« Cela ne prouve rien, » dit Madame Gallimore d'un ton égal. « Non, » a admis Miss Marple, « mais c'est le cas. » Elle fouilla dans son sac et en récupéra une petite serviette carrée, soigneusement dépliée. En son centre, une tache de vin sombre, légèrement violette, mais teintée sur les bords de quelque chose de brun. Cela a été trouvé sous la chaise du major. Il a dû le laisser tomber au milieu d'un toast. C'est le seul de la table portant à la fois du vin et une trace de résidus séchés, dont le docteur Morley a depuis confirmé qu'il contenait des traces de atropine. Madame Gallimore se rassit lentement. « Et maintenant, je dois vous poser une question dont je connais déjà la réponse. » Dit doucement Miss Marple. « Avez-vous agi seul ?» Le silence s'étira. Madame Gallimore n'a pas répondu. Au lieu de cela, Philippa Lawson s'est levée. « Je pense que tu devrais lui dire, » dit-elle doucement. « C'est fini. » Miss Marple se tourna surprise. « Mon cher ?» Le visage de Philippa était pâle. « Elle ne l'a pas empoisonné, » a-t-elle déclaré. « Je l'ai fait. Tout le monde s'est figé. Je n'avais pas l'intention de le faire, » a poursuivi Philippa. « Pas au début. Je voulais juste lui faire peur. Pour l'empêcher de tout détruire, j'ai trouvé les baies de belladone séchées dans le placard. Je les ai écrasées. Et j'ai mis son vin seulement une goutte. Je pensais que ça le rendrait malade, pas le tuerait. » Madame Gallimore restait immobile, l'expression illisible. « Mais je n'ai pas agi seule, » a déclaré Philippa, la regardant maintenant droit dans les yeux. « Tu savais, tu m'as vu dans le placard. Tu aurais pu m'arrêter. Mais tu n'as rien dit. Madame Gallimore ne l'a pas nié. Toi laisser ça arrive. » Miss Marple expira lentement. Il y avait donc deux mains après tout, l'une craintive, l'autre volontairement. Aveugle. Elle se leva et ferma doucement le registre. « J'ai peur de devoir porter cette affaire devant les autorités. Vous devez tous les deux répondre de ce qui a été fait. » Aucune des deux femmes n'a protesté, alors qu'elle quittait là. Serre et se dirigeait vers la faible lumière du soleil, Miss Marple sentit le poids de la résolution s'installer dans sa poitrine. La justice, aussi nécessaire soit-elle, n'a jamais été douce. Mais c'était vrai. Et le Belladonna Club, nommé d'après un poison, avait finalement fait honneur à son nom. Les jours qui suivirent l'affrontement dans la serre se déroulèrent dans ce calme étrange qui s'abat souvent sur un village une fois la tempête passée. Pourtant, pour ceux qui étaient présents au Belladonna Club ce matin-là, le calme ne signifiait pas la paix. Le lendemain matin, l'agent Burt s'est présenté à la porte de Miss Marple. Il avait l'air penaud sous son casque, comme un garçon, chargé de lui annoncer une nouvelle qu'il comprend à peine. « Nous avons recueilli des déclarations »,
a-t-il déclaré en se balançant d'un pied sur l'autre. Mademoiselle Lawson et Madame Gallimore sont arrivées de leur propre gré. Elles n'ont pas dit grand-chose, mais ce qu'elles ont dit correspond à ce que vous m'aviez dit. Miss Marple, assise avec sa broderie et un chat réchauffant ses genoux, inclina simplement la tête. Ils ont été placés sous surveillance temporaire en attendant des accusations. Formelles, a ajouté Burt. Je pense que l'inspecteur de Dorchester sera là avant la fin de la semaine. Miss Marple le remercia, lui offrit un biscuit au gingembre qu'il refusa poliment et revint à sa couture en partant. Dehors, la pluie était revenue, cette fois douce et incessante, pénétrant la mousse entre les pavés et estompant les bords des haies. À la suite des arrestations, Nether Woodcombe a adopté un silence fragile. Les villageois ne se réunissaient pas à la boulangerie et ne s'attardèrent pas autour d'un thé. Aucune voix ne s'est élevée à l'étal de l'épicier. Au lieu de cela, les gens restaient seuls, les yeux détournés. Car même si la justice avait commencé à agir, son prix était payé en monnaie de disgrâce publique. Madame Gallimore, autrefois reine de facto du décorum du village, restait désormais enfermée dans sa maison drapée de lierre. Les rideaux restèrent tirés. Le lait n'était pas collecté sur le pas de la porte. Son bien-aimé Belladonna Club s'était, sans même une annonce officielle, dissous dans la mémoire. Quant à Philippa Lawson, elle aussi disparut. Selon le vicaire qui lui avait brièvement parlé, on lui avait offert un refuge temporaire dans les locaux libres du presbytère, en attendant de nouvelles instructions du ministère public. Il y avait, murmura le révérend Annesley à mademoiselle Marple, lors d'une rare visite en après-midi, des circonstances atténuantes discrètement examinées. La couronne, semblait-il, pourrait encore faire preuve de clémence pour un crime né de la panique et d'une protection mal avisée. Pourtant, la question restait, pourquoi Philippa, avec ses manières douces et sa nature douce, en était-elle venue à empoisonner un homme? Miss Marple avait réfléchi à cette question la nuit précédente, assise dans son fauteuil préféré, avec pour seule compagnie le feu et le vent dehors. Et ce qu'elle avait conclu, elle le partageait maintenant avec le révérend Annesley d'une voix à peine supérieure à un murmure. La culpabilité naît rarement au moment où elle est découverte, a-t-elle déclaré. Cela s'envenime bien. Avant cela, souvent à cause de quelque chose de tout à fait différent de l'acte lui-même. Philippa était retournée au village non seulement pour s'occuper de son oncle, mais pour s'échapper. Elle avait perdu son poste à Londres. Il y avait eu des discussions, rien de criminel, mais un soupçon d'irrégularité. Elle est venue ici pour chercher refuge. Refuge, répéta le vicaire, les sourcils froncés, et s'est retrouvée empêtrée dans des secrets bien plus anciens et plus lourds que les siens. Annesley regarda le feu. « Pensez-vous qu'elle avait l'intention de le tuer ?»« Non, dit fermement Miss Marple. Je la crois quand elle a dit qu'elle avait l'intention seulement de le rendre malade, de retarder son annonce, de l'effrayer et de le faire taire. Mais elle n'avait pas les connaissances nécessaires pour mesurer le poison en toute sécurité. Et Madame Gallimore, elle en avait les connaissances. Elle connaissait le risque. Elle a simplement choisi de rester silencieuse. Elle marqua une pause puis ajouta « Ou peut-être qu'elle a choisi pas d'intervenir. » Ce qui, à sa manière, est la même chose. Annesley hocha la tête, le visage sombre. Un péché d'omission. Exactement. 3 jours plus tard, une lettre arriva au chalet de Miss Marple. Le papier était épais et formel, le sceau émanant indubitablement de la succession Gallimore. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à moitié à une réprimande. Au lieu de cela, c'était une sorte d'aveu. « Chère mademoiselle Marple, j'espère que vous vous sentirez justifiée. Je ne contesterai pas vos conclusions, mais j'admettrai seulement ceci. J'avais espéré que le poison ne serait pas mortel, mais je connaissais aussi le risque. J'ai choisi de le laisser se dérouler. Je pensais que mes rivales survivraient assez longtemps pour avoir peur, et en vérité je craignais plus ce qu'il pourrait révéler que les conséquences du silence. Philippa n'avait aucune idée de la force de l'extrait. Je l'ai fait. J'aurais dû l'arrêter.
Mais au lieu de cela, je l'ai laissé être l'instrument de mon inaction. Peut-être que cela me rend plus coupable, pas moins. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Le village s'est retourné contre moi, mais dans un endroit où l'apparence est primordiale, je suppose que c'est la punition la plus appropriée. Je n'écrirai plus. Par ex-Miss Marple a lu la lettre 2 fois, l'a pliée doucement et l'a placée au dos de son cahier. Elle ne répondit rien. Il y a des adieux, elle le savait, qui ne nécessitent aucune réponse. Dimanche, le Belladonna Club a été mentionné lors du sermon du vicaire, mais pas par son nom. Au lieu de cela, le révérend Hansley a choisi un passage de l'Ecclésiaste, car dans beaucoup de sagesse il y a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente la connaissance augmente la tristesse. Il a échappé à la plupart des têtes, mais Miss Marple a bien compris son choix. Devant l'église, les villageois se dispersèrent silencieusement. Quelques regards se portèrent sur la maison au volet clos de Gallimore, mais personne ne s'arrêta au portail. Miss Marple rentra seule chez elle, sa canne frappant doucement les dalles humides. Elle passa devant la serre, désormais envahie, par les ronces, l'enseigne autrefois fière Belladonna Club à moitié masquée par le lierre. Elle s'arrêta un instant et étudia la structure. La beauté s'est fanée. La commande a succombé au temps. Et les secrets, même les plus soigneusement enfouis, ont fini par fleurir, souvent sous les formes les plus venimeuses. Ce soir-là, elle se rassit à son bureau, ouvrit une nouvelle page de son cahier et rédigea le résumé final. Major Josiah Merivale, décédé par empoisonnement à la belladone lors d'un déjeuner du club. Motif: chantage à la révélation de détournements financiers en temps de guerre. Auteur: Philippa Lawson, poison administré. Evelyn Gallimore, accessoire par la connaissance et le silence. Méthode: infusion dans le vin via un verre de club. Indice clé: tache de serviette. Mauvais alignement de la machine à écrire, tiroir du placard d'apothicaire, lettres anonymes. Moralité: le poison frappe rarement sans culture. Elle doit d'abord être justifiée dans l'esprit avant d'être administrée manuellement. Elle posa le crayon et ferma le livre. Une autre affaire s'est terminée. Une autre ombre se dissipa. Et à Nether Woodcombe, au fil des semaines, la paix est revenue, doucement, prudemment, mais indubitablement. Le Belladonna Club n'a jamais rouvert, mais le jardin derrière la maison de Miss Marple était plus fleuri que jamais. Les premiers signes du printemps arrivèrent plus tôt que d'habitude à Nether Woodcombe cette année-là. Le gel avait à peine disparu des murs de pierre que les crocus commencèrent à pousser, hésitants mais déterminés. Quelques personnages apparurent près du monument aux morts, et des jonquilles, éclatantes comme le soleil, se balançaient dans la brise du cimetière. À bien des égards, la vie du village a repris son rythme confortable. L'épicier a rouvert son stand d'extérieur avec les plaintes habituelles concernant la pourriture des pommes de terre. Madame Hargreaves a repris son habitude de dominer la table du coin du salon de thé, distribuant sa ration quotidienne de scandale. Les enfants jouèrent à nouveau des balles sur le green et le curé reprit son modeste club d'échecs du jeudi avec les mêmes 4 messieurs qui ne se souvenaient jamais vraiment des règles. Mais il y avait maintenant une absence, un petit vide mais indubitable dans le rythme de la vie du village. Le Belladonna Club, autrefois si central dans les allées et venues sociales, se tenait désormais silencieux derrière sa clôture, en fer forgé. Le portail était cadenassé. La serre à l'intérieur, laissée sans entretien, était devenue un lent enchevêtrement de végétation excessive. Le lierre étouffait les vitres et les parterres de fleurs autrefois immaculés étaient recouverts de feuilles cassantes. Miss Marple passait souvent par le site lors de ses promenades. Elle n'a jamais accéléré le pas, ni s'est attardée sur la sentimentalité. Le bâtiment avait rempli son rôle, autrefois de rassemblement, puis de théâtre de la vérité. Mais maintenant, c'était une coquille vide. C'était comme il se doit. Mais ce n'était pas la fin de son intérêt. Le 1er mardi de mars, une lettre arriva à son chalet, scellée d'une écriture inconnue. L'enveloppe ne portait aucune adresse de retour,
mais le cachet de la poste disait « Bain ». À l'intérieur se trouvait une feuille pliée de papier crème et un bref message « Chère mademoiselle Marple, je m'appelle Geoffrey Denton, avocat et gestionnaire immobilier du regretté major Josiah Merivale. Il a été porté à mon attention, via les déclarations faites par Miss Philippa Lawson et Madame Evelyn Gallimore, que vous avez joué un rôle important dans la découverte de la vérité sur la mort de mon client. Conformément à ses dernières volontés, j'ai été chargé de vous transmettre un certain document, conservé en lieu sûr jusqu'à ce que les circonstances rendent sa remise appropriée. Je joins 6 juin le dit document, accompagné de mes remerciements personnels. J. Denton, sous la lettre se trouvait une seconde enveloppe, plus épaisse, jaunie par le temps, et scellée avec les initiales en gras du major. Miss Marple l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule page, écrite à la main à l'encre sombre. « Jeanne, j'ai toujours pensé que tu serais celui qui verra à travers tout cela. Peut-être pas directement pour moi, mais d'une manière ou d'une autre. Vous avez un esprit vif et un cœur plus vif. Peu de gens savent que la vérité est souvent mieux révélée avec une tasse de thé et un sourire désarmant. » La liste. Ci-jointe nomme les personnes impliquées dans le projet de fonds de 1942. Je n'ai jamais eu l'intention de les ruiner. Je voulais seulement qu'ils admettent ce qu'ils avaient fait, ne serait-ce qu'une seule fois. Je suppose qu'en fin de compte, j'en ai trop demandé. Mais si cette lettre vous parvient, alors j'espère que vous avez fait éclater la vérité. Merci. J.M. Miss Marple resta assise en silence pendant un moment. Elle ne se sentait pas triomphante, seulement réfléchie. Elle jeta un coup d'œil à la liste ci-jointe. 4 noms, un décédé, 2 déshonorés. On a déménagé depuis longtemps. Les échos du scandale s'étaient déjà estompés, et pourtant la vérité avait un moyen de guérir, pas seulement de blesser. Plus tard dans la semaine, Miss Marple a rendu visite au presbytère. L'air était devenu doux, les nuages se dispersaient comme des points lâches sur un ciel bleu pâle. Le révérend Ansley l'accueillit avec des yeux plus chaleureux que d'habitude. Au cours des semaines qui ont suivi l'enquête, il avait retrouvé une nouvelle humilité dans ses sermons, son détachement, autrefois distingué étant remplacé par un ton de jugement doux. « J'ai reçu une lettre du diocèse. Qu'un lui dit-il autour du thé. Ils m'ont demandé de rester à Nether Woodcombe dans un avenir prévisible. Je suis heureuse de l'entendre, » répondit Miss Marple en remuant un morceau de sucre dans sa tasse. « Ils pensent que j'ai appris de l'expérience. » Il eut un petit rire penaud. « J'espère qu'ils ont raison. »« Je crois que vous avez fait plus de bien que de mal, » dit-elle. « On ne peut pas en dire autant de tout le monde. » Il hésita puis posa la question qui lui trottait clairement dans la tête depuis son arrivée. « Pensez-vous que Philippa Lawson sera emprisonnée ?» Miss Marple posa sa tasse. « Non, les autorités feront probablement preuve d'indulgence. Elle t'a avoué. Elle n'a pas agi en pleine connaissance de ce qu'elle avait fait. Et ses remords, je crois, sont sincères. Pensez-vous qu'elle va rester ? J'en doute. Je m'attends à ce qu'elle retourne à Londres ou ailleurs. Elle n'a aucune raison de rester ici, et elle aura besoin de temps pour redevenir elle-même, hors de l'ombre de ce qui s'est passé. » Ansley hocha la tête. « C'est une chose terrible, de voir quelqu'un être détruit par la peur. » Miss Marple n'a pas répondu immédiatement. Elle regarda par la fenêtre, où la lumière frappait la cime des pommiers et où un rouge-gorge s'élançait entre les branches. « La peur n'est pas le pire ennemi, » dit-elle enfin. « C'est le silence, celui que nous laissons s'enraciner, autour de nous. C'est le vrai poison. » En effet, la nouvelle se répandit peu de temps que Philippa avait tranquillement quitté Nether Woodcombe. Personne ne l'a vu partir. Aucun au revoir n'a été fait. Son cottage a été fermé par l'agent immobilier et en une semaine, la propriété avait été à nouveau répertoriée dans le journal du village. Quelques villageois curieux jetèrent un coup d'œil par les fenêtres, mais la plupart ne dirent rien. Pendant ce temps, Madame Gallimore est restée au village, mais son règne était terminé. Elle ne présidait plus les comités,
n'allait plus à l'église et n'offrait plus de corrections pointues lors des expositions florales. On ne la voyait que rarement, marchant d'un bon pas et seule, gantée, comme toujours mais sans personne pour impressionner. Le Belladonna Club a été officiellement dissous par vote unanime. Ses actifs restants, aussi petits soient-ils, ont été donnés à la bibliothèque scolaire locale. Une suggestion discrètement approuvée par Miss Marple. À sa place, un cercle de jardinage informel a été formé. Les femmes du village, dirigées cette fois par Madame Wilmot et la jeune Miss Clébourne du bureau de poste, ont commencé à se réunir chez les unes pour échanger des graines, discuter de la terre et siroter du thé fort. C'était plus simple que le Belladonna Club et bien plus joyeux. Miss Marple y est venue une fois sur invitation et a été ravie de constater que la conversation ne tournait pas autour des chrysanthèmes de race ou des minutes du club, mais plutôt autour de qui avait vu le dernier rouge-gorge niché dans la haie. « C'est un nouveau type de jardinage », a déclaré Miss Clébourne, les yeux brillants. « Un pour la joie, pas pour le spectacle. » Miss Marple sourit et pensa que c'était la meilleure chose qu'elle ait entendue depuis des mois. Le dernier dimanche de mars, le vicaire a annoncé un nettoyage printanier du cimetière et a invité des bénévoles à entretenir le terrain. C'était une matinée pleine d'espoir, pleine de soleil, de bavardage et d'un agréable parfum de terre. Miss Marple, portant son vieux chapeau de paille et portant une petite truelle, s'agenouilla au bord du chemin et coupa le thym sauvage le long des pierres. Pendant qu'elle travaillait, elle fredonnait doucement. De temps en temps, des villageois passaient et la saluaient d'un signe de tête, certains avec un simple mot de remerciement sur lequel ils n'expliquaient pas. Et elle a répondu, comme toujours, avec gentillesse et grâce. Parce que Miss Marple n'avait jamais recherché d'éloge ou d'admiration. Elle avait toujours souhaité que la vérité soit connue et que les gens, malgré toute leur fragilité, se souviennent du meilleur d'eux-mêmes. Alors que le soleil montait plus haut et que la cloche de l'église sonnait à travers les champs, Miss Marple rangea ses outils, épousseta sa jupe et se leva. Le jardin de Netherwoodcombe, autrefois ensemencé de mensonges, commençait à fleurir à nouveau, et pour la première fois depuis de nombreux mois, le village se sentait à nouveau entier. C'est par un beau matin d'avril, peu de temps après que les dernières gelées eurent disparu des prairies, que Miss Marple se tenait dans son jardin et remarqua les premières jacinthes des bois qui fleurissaient sous ses gros œillets. Il y avait quelque chose de délicatement poétique dans leur retour tranquille, une nouvelle vie se déployant sur un sol autrefois durci et sombre, tout comme le village lui-même. À présent, les événements entourant le Belladonna Club s'étaient installés à cette place particulière dans la mémoire du village, non oubliée, mais transformée en anecdote feutrée et en euphémisme doux. Le mot meurtre n'était presque plus prononcé. Au lieu de cela, les gens ont parlé de l'incident ou de ces événements malheureux, et puis sont rapidement passés à parler des expositions de jonquilles et d'un récent triomphe de marmelade à la foire du comté. Miss Marple avait depuis longtemps observé cette tendance chez les gens, cet instinct à transformer l'inconfort en euphémisme, à planter un buisson en fleurs sur un bout de terre tachée et à appeler cela un renouveau. Et en vérité, cela ne la dérangeait pas. Le village avait gagné sa paix. La vérité avait été reconnue, même si elle n'avait pas été pleinement exprimée à haute voix. Et parfois, cela suffisait. Pourtant, l'histoire n'avait pas assez atteint sa fin. Un dernier fil, longtemps effiloché et presque oublié, lui revint un après-midi où elle reçut une visite inattendue. Elle venait de se servir sa deuxième tasse de thé lorsqu'on frappa à sa porte. En l'ouvrant, elle rencontra une femme d'âge moyen indéterminé, soigneusement vêtue d'un manteau et d'un chapeau de voyage, tenant un sac à main en cuir qui avait clairement parcouru des kilomètres. « Mademoiselle Marple ?» demanda la femme. « J'espère que je ne suis pas intrusif. »« Pas du tout, » dit Miss Marple, offrant un sourire chaleureux et curieux. « Entrez. Vous devez être un étranger à Netherwoodcombe. Je le suis, » admit la femme en entrant dans le couloir confortable. « Même si
Ma famille vivait ici il y a longtemps. Je m'appelle Margaret Alston. Ce nom résonnait vaguement dans la mémoire de Miss Marple, même si elle ne parvenait pas à le retracer immédiatement. Mais quelque chose dans l'attitude de la femme, ses mains jointes et son regard posé, suggérait qu'elle n'était pas venue simplement pour se remémorer le passé. Autour du thé, l'histoire s'est lentement déroulée. Ma mère, commença doucement Margaret, était Harriet Merivale, la sœur cadette de Josiah. Miss Marple haussa les sourcils. En effet, il n'a jamais mentionné une nièce. Margaret eut un sourire ironique. Il ne s'était pas parlé. Depuis 25 ans. Une dispute pour une question d'argent, même si je soupçonne que c'était plus que ça. Ma mère disait toujours que Josiah s'était trop embarrassé dans son pharisaïsme. Elle marqua une pause. Après sa mort, nous avons été contactés par son notaire, Midenton. Il n'y avait pas de succession à proprement parler, mais on m'a donné une boîte de vieux papiers, des choses qu'il avait conservées, apparemment dans l'intention de mettre les choses au clair. Miss Marple hocha lentement la tête. Il a toujours été un homme qui préférait la précision à la paix. Margaret sortit un papier plié de son sac à main et le posa sur la table. Il y avait un objet que je pensais que vous devriez voir. Cela n'a peut-être plus d'importance, mais... Eh bien, quelque chose m'a dit qu'il appartenait à ici. Miss Marple déplia le papier. C'était une lettre non envoyée, datée seulement 6 semaines avant le déjeuner. À qui cela peut concerner, j'ai décidé, après mûre réflexion, de présenter les archives de la mauvaise gestion du Belladonna Club en temps de guerre, non pas pour déshonorer les personnes impliquées, mais pour restaurer une certaine mesure de décence dans ce qui est devenu une institution creuse. Evelyn Gallimore et moi n'avons jamais été alliés, mais je crois que même elle avait autrefois de bonnes intentions. D'autres, Bickham, Ansley, étaient pris entre l'instinct de conservation et le devoir. Je n'ai aucune rancune, mais la fille, Philippa, je crains qu'elle ne soit dépassée. Elle a trouvé par erreur un des vieux registres le mois dernier. Elle m'a confronté, croyant que je voulais ruiner la réputation de sa famille. Je lui ai assuré le contraire, mais elle avait clairement peur. Je soupçonne qu'elle a parlé à Evelyn. Et maintenant j'ai peur d'avoir déclenché quelque chose de terrible. Si quelque chose m'arrive, sachez que j'ai toujours eu l'intention de dire la vérité. J. Merivale Miss Marple plia lentement la lettre et la remit sur la table. Pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. « Je suis désolée, dit Margaret. Je ne sais pas si ça aide. »« C'est vrai, » a déclaré Miss Marple, « plus que vous ne le pensez, car cela confirmait ce qu'elle avait seulement déduit. Que la panique de Philippa n'était pas venue de nulle part. Le silence d'Evelyn avait été plus que passif. Il avait été construit sur la peur d'être révélé, aiguisé par la manipulation. Et peut-être le plus tragique, cela a confirmé que le major ne recherchait pas la vengeance, mais la réconciliation. Le lendemain, Miss Marple se promena tranquillement dans le cimetière. Elle s'arrêta sous l'if, près du chemin arrière, où une modeste plaque avait été récemment installée. Major Josiah Merivale, 1884-1953. Un serviteur de l'ordre dans la vie et la mort. C'était une simple inscription. Appropriée, pensa-t-elle. Pour un homme qui avait cru peut-être à tort à l'ordre comme vertu, elle déposa une branche de romarin à côté de la pierre. « Pas pour me souvenir, » murmura-t-elle, « mais pour y voir plus clair. » Au cours des semaines qui ont suivi, de petits changements se sont doucement produits à Netherwoodcombe. La serre qui abritait autrefois le Belladonna Club a été démolie. À la place, le conseil du village a approuvé une proposition visant à créer un jardin d'herbes aromatiques public, ouvert à tous et entretenu par des bénévoles. Une pancarte était apposée près du portail. Pour la guérison et l'harmonie. Madame Gallimore est restée dans le village, mais n'a plus assisté aux événements, ni se mêler à la société. On la voyait occasionnellement dans son jardin, taillant des haies ou lisant sur son porche, mais elle n'offrait aucune salutation et n'en recevait aucune en retour. Philippa Lawson, bien qu'épargnée par une condamnation formelle, choisit de ne pas revenir. Elle écrivit une fois au révérend Ansley et une autre, brièvement,
à mademoiselle Marple, la remerciant de son équité et lui demandant seulement de ne pas laisser un mauvais souvenir d'elle. La lettre se terminait ainsi. « J'espère un jour arranger les choses, non pas avec des mots, mais dans la façon dont je choisis de vivre. » Miss Marple a mis la lettre dans son cahier. Le premier dimanche de mai, une petite foule s'est rassemblée sous les arbres en fleurs pour la cérémonie d'inauguration du jardin d'herbes aromatiques. Il n'y a eu ni faste ni discours, juste une lecture du vicaire, une légère brise et le parfum du thym, de la lavande et du romarin nouvellement planté. Miss Marple se tenait un peu à l'écart des autres, observant avec une calme satisfaction. Les villageois, autrefois brisés par la suspicion et le silence, réapprenaient peu à peu à se parler, pas seulement avec des mots, mais avec confiance, avec un travail partagé, des rires partagés. Alors qu'elle se tournait pour partir, une jeune fille s'approcha avec un bouquet de myosotis. « C'est pour toi, » dit timidement la jeune fille. « Maman dit que c'est toi qui as tout réparé. » Miss Marple sourit et s'accroupit légèrement pour recevoir le cadeau. « Non, ma chère, » dit-elle doucement. « J'ai seulement rappelé au village ce qu'il savait déjà. Que la vérité est comme un jardin. Il a besoin de lumière, d'air et d'entretien. Sinon, les mauvaises herbes s'y introduiront. » La jeune fille cligna des yeux, incertaine. Miss Marple se contenta de rire et lui donna une légère tape sur l'épaule. « Tu comprendras quand tu seras plus grand. » Elle rentra chez elle dans la lumière dorée du début de soirée, les myosotis soigneusement rangés dans le creux de son panier, le parfum des herbes flottant derrière elle comme une bénédiction silencieuse. Et à chaque pas, les derniers pétales du mystère de la belladone se dispersaient dans la mémoire. Des murmures perdus dans le vent, enfin remplacés par la paix. Le vent tournait le premier dimanche de juin, emportant avec lui le parfum de la fleur de sureau et du chèvrefeuille, de la pierre chaude et de la terre labourée. Nether Woodcombe, si récemment assombri par le scandale, rayonnait désormais d'un paisible sentiment de renouveau. Mais même si le temps avait opéré son alchimie habituelle, adoucissant les aspérités et transformant les ragots en anecdotes, Miss Marple, toujours précise, savait que guérir et oublier n'était pas la même chose. Cela faisait 3 mois depuis la mort du major Josiah Merivale et la révélation des secrets du Belladonna Club. Assez de temps pour que les jardins fleurissent, que les routines reprennent, que le silence s'installe à nouveau dans les fissures des ruelles pavées. Mais dans le calme de son salon avec une théière à portée de main et son cahier ouvert sur ses genoux, Miss Marple trouva ses pensées tournées non pas vers la fin du mystère, mais vers ce qui restait non résolu. Il y avait toujours un dernier fil conducteur. Elle prit son crayon et écrivit soigneusement. Était-ce vraiment la peur et le silence qui ont conduit au meurtre, ou quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus profond, qui a permis au poison de s'enraciner, non pas dans la méchanceté, mais dans la résignation? Elle n'avait partagé cette question avec personne, pas avec le révérend Ansley, dont la conscience portait encore le poids de son inaction, pas avec l'inspecteur de Dorchester, qui avait clos l'affaire avec satisfaction procédurale, pas même auprès des villageois qui préféraient ne pas parler du crime. Mais la question persistait. Et puis, presque comme rappelé par ses pensées, le courrier arriva. Elle l'a trouvé ce matin-là devant sa porte. Une seule enveloppe ne portant ni cachet de la poste ni adresse de retour. L'écriture était inconnue, ronde et lente, comme si l'auteur n'était pas sûr de l'envoyer ou non. À l'intérieur se trouvait une courte note. « Mademoiselle Marple, vous m'avez demandé une fois si j'avais agi seul. Vous aviez raison de douter de la réponse que je vous ai donnée. J'ai laissé Philippa croire qu'elle était la seule responsable. Je me suis dit que c'était une gentillesse, qu'elle avait déjà fait assez de dégâts. Mais en vérité, j'ai ajouté la 2e dose. Je l'avais dans mon sac, dans un flacon prévu pour les pastilles contre l'indigestion. Je l'ai ajouté à son verre avant de trinquer. J'avais toutes les raisons de le laisser mourir. Et maintenant je vis avec cette connaissance. La guerre nous a tous appris à faire des choses que nous pensions impossibles. Ce que j'ai fait en 1942 était égoïste.
Ce que j'ai fait cette année était définitif. J'attends de toi que tu fasses ce qui est juste, peu m'importe la suite. Par Miss Marple restait assise en silence. Le billet trembla légèrement dans sa main, mais pas de surprise. En vérité, elle s'en doutait depuis des semaines. Elle avait vu la façon dont Evelyn Gallimore avait observé Philippa dans la serre, non pas avec peur ni colère, mais avec quelque chose de plus lourd, la responsabilité. Il ne s'agissait pas simplement de complicité, c'était la propriété. Elle avait laissé Philippa porter le fardeau de la culpabilité, car le prendre sur elle aurait détruit l'image qu'elle s'était construite au fil des décennies. Maintenant, elle avait enfin admis la vérité. Miss Marple plia la lettre et la plaça dans son cahier sous les autres. Bien sûr, cela serait transmis à l'inspecteur. Il était douteux que cela conduise à de nouvelles poursuites judiciaires. Madame Gallimore, après tout, vivait déjà dans ce que le village appelait un exil tranquille. Sa réputation s'était effondrée, sa position avait disparu, et dans un village comme Netherwoodcombe, c'était une forme d'emprisonnement plus durable que n'importe quelle cellule. Pourtant, Miss Marple a passé l'appel nécessaire. L'inspecteur de Dorchester est arrivé 2 jours plus tard. Homme soigné nommé inspecteur Hill, il se comportait avec le professionnalisme fatigué de quelqu'un habitué à la lenteur de la justice à la campagne. Il but du thé dans le salon de Miss Marple et lut la note sans commentaire. « Nous ne rouvrirons pas le dossier », a-t-il finalement déclaré. Pas formellement. Trop de temps s'est écoulé. Aucun moyen de prouver la 2e dose. Et Gallimore ne va nulle part. Aveu ou pas, elle est sous surveillance. Elle n'a jamais eu l'intention de s'enfuir, dit doucement Miss Marple. Elle savait que sa punition avait déjà commencé au moment où le village détournait le regard. Il hocha la tête. Néanmoins, nous allons le déposer. Il partit peu de temps après, emportant avec lui la dernière des enquêtes officielles. Les semaines passèrent, et puis vint le pique-nique annuel du solstice d'été, une tradition locale plus ancienne que n'importe quelle guerre, n'importe quel scandale, n'importe quel toast empoisonné. Elle s'est déroulée dans le jardin du presbytère, sous des banderoles soigneusement pliées et réutilisées depuis l'époque édouardienne. Il y avait des génoises et des sandwichs, des jeux pour les enfants, et même un peu de musique jouée par un vieux gramophone grattant. Miss Marple est arrivée avec un panier de scones et un nouveau lot de confiture de fraises. Elle salua le vicaire, bavarda avec la nouvelle maîtresse d'école et s'autorisa même une tranche de gâteau au citron servie sur la table de Madame Wilmot. Le jardin était plein de couleurs et de rires, et pourtant, malgré le soleil et la joie, Miss Marple remarquait de petites absences. Philippa, bien sûr, n'était pas là. Madame Gallimore non plus, dont le portail était resté fermé depuis le début du printemps. Le Belladonna Club n'a jamais été mentionné, et personne ne s'asseyait au coin du green où se trouvait autrefois l'ancienne serre. Mais certaines présences comptaient davantage. Le colonel Beacom, maintenant voûté et plus silencieux que jamais, avait repris l'habitude d'aller à l'église. Il fit un signe de tête à Miss Marple de l'autre côté du jardin, levant son chapeau avec une courtoisie démodée. Le révérend Ansley a prononcé la grâce d'une voix ferme, son sermon du dimanche suivant étant rempli de paroles de réflexion et de pardon. Et le village, fragile mais endurant, commença à se reconstruire. Un après-midi, alors que les dernières roses d'été inclinèrent la tête en fleurs, Miss Marple prit sa place habituelle sous l'aubépine de son jardin. Elle réparait un mouchoir en dentelle, le fil fin glissant doucement entre ses doigts. Elle ne s'arrêta qu'une seule fois, levant les yeux vers les nuages qui dérivaient au-dessus de sa tête. Il y avait eu justice. Pas parfait, pas dramatique, pas du genre que les journaux aiment, mais le genre calme et têtu qui s'épanouit dans la vérité et s'enracine avec le temps. La justice n'était pas venue avec la punition, mais avec le rétablissement de l'honnêteté et la reconnaissance des nombreuses sortes de silences qui pouvaient tuer aussi sûrement que le poison. Elle fit un dernier nœud dans le fil et posa le mouchoir de côté. Autre cas,
autre jardin débarrassé des mauvaises herbes, et au cœur de Netherwoodcombe, un endroit où les secrets poussaient autrefois comme la morelle, les cloches de l'église sonnèrent à nouveau clairement.